Bonjour, je suis le Dr. Paul Simard, psychologue, et aujourd'hui dans le Psychoctober, nous allons parler de luminothérapie. C'est parti! La luminothérapie, c'est une forme de traitement, donc thérapeutique, qui s'applique à des difficultés de l'humeur saisonnière. Il y a beaucoup d'appellations différentes sur ce phénomène-là, comme par exemple syndrome affectif saisonnier, trouble affectif saisonnier, déprime saisonnière ou dépression saisonnière ou blues hivernal. Donc, il y a plein de nomenclatures qui entourent, on pourrait dire, un phénomène de, euh, de ressentir un espèce d'effet maussade lorsque la luminosité diminue lors des périodes automnales. Donc, on pourrait dire que de septembre à avril, ici, là, dans le climat nord-américain du Québec, on a une diminution de la luminosité et ça peut provoquer chez certaines personnes des difficultés au niveau de leur énergie, de leur humeur, de leur gestion du sommeil. Ça peut accentuer également des symptômes euh, dépressifs qui étaient là préalablement. Et si on avait à vulgariser là, des chiffres, à les résumer d'une manière très sommaire, je vous dirais qu'environ 15% de la population qui sont affectés par ce changement-là de l'humeur lors de l'automne. Et sur ces 15%-là de personnes qui sont affectées, ce n'est pas tous égal, bien sûr, il y en aura environ 10% qui ont une perturbation dans un secteur d'activité, comme par exemple difficulté à dormir, ou difficulté à se réveiller, ou difficulté à se remettre en train. Et là-dessus, il y aura environ 3% là, de la population qui rencontrerait des difficultés majeures là, qui pourraient les handicaper, là. Comme par exemple l'incapacité d'aller travailler tellement que c'est fort. Toutefois, euh, il faut distinguer ce genre d'effet saisonnier de la dépression en tant que telle. Ce n'est pas tout à fait les mêmes symptômes. C'est pour ça que parfois l'effet saisonnier de la luminosité, des variations de l'humeur également, pourront être appelés syndrome atypique de dépression. Donc, c'est toutes sortes de nomenclatures qui se trouvent à l'intérieur des champs de spécialités médicales et psychologiques. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va les résumer et on va parler de difficultés affectives saisonnières. Donc, on pourrait se demander en quoi les variations de lumière vont affecter le niveau d'énergie ou l'aspect maussade saisonnier. Eh bien, voici une petite explication neuroscientifique. Lorsque la lumière entre dans l'œil, frappe la rétine, suit le nerf optique et affecte la glande pinéale, eh bien, la lumière, elle dit à la glande pinéale, arrête de convertir la sérotonine en mélatonine. La sérotonine, qui en résumé, on pourrait dire que les gens la connaissent sous le nom de l'hormone du bonheur. Et la mélatonine, elle, c'est l'hormone du sommeil, en résumé, là, dans la vulgarisation du terme. Donc la mélatonine, elle, si elle est inhibée dans sa production lorsqu'il y a de la lumière, ben, quand il y a une baisse de luminosité ou qu'il fait noir, comme par exemple le soir, ben là, il n'y a plus l'apport lumineux qui va dire à la glande d'arrêter de convertir sérotonine en mélatonine. Donc, noirceur égale production de mélatonine. La glande a produit de la mélatonine et plus la mélatonine va être haute, plus elle va se libérer dans le système sanguin et va affecter toutes sortes de fonctionnements organiques, comme par exemple baisse de la température, ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, la fatigue, et c'est ce qui permet aux gens d'entrer dans l'endormissement. Donc, les personnes avec un haut niveau de mélatonine pourront avoir le goût de dormir, pourront aussi avoir le goût de manger beaucoup plus d'apports en sucré et ça peut créer toutes sortes de détresse psychologique s'ils s'obligent à fonctionner normalement alors qu'ils n'ont pas le- les conditions biologiques pour pouvoir se déployer normalement. C'est comme un frein au fonctionnement et la personne qui tenterait de contrer ce frein-là en fonctionnant normalement, ben, on pourrait le comparer sur un véhicule là, à appuyer à la fois sur la pédale d'essence et la pédale de frein. Donc, ça va créer toutes sortes de conditions difficiles pour l'organisme. Détresse psychologique. Et là, la détresse psychologique peut apparaître de différentes manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, avec des difficultés, des symptômes atypiques sur le plan affectif. Et retenez là-dessus de la détresse psychologique. D'ailleurs, il y a des produits pharmaceutiques, dans les produits naturels, ici dans les pharmacies en vente libre, qui sont la mélatonine, qui servent à favoriser l'endormissement. Également, il y a des médecins qui vont prescrire l'utilisation de mélatonine pour les gens qui sont en décalage horaire ou lorsqu'ils sont en voyage à l'étranger pour réguler la phase de sommeil, pour dire
Bien que je sois habitué de dormir à tant d'intervalles de temps, bien c'est maintenant qu'on commence la phase de sommeil. Donc pour réguler l'hormone. Si la prescription ou la prise de mélatonine peut aider à dire c'est quand le moment d'endormissement, bien la luminothérapie, elle, va pouvoir dire c'est quand le moment de réveil, c'est quand le moment de lancer la journée. Parce que comme on a dit tout à l'heure, l'entrée de la lumière et le fait que la glande pinéale soit affectée par la lumière va bloquer la conversion de sérotonine en mélatonine. Les femmes seraient plus sensibles à ces difficultés saisonnières selon certaines études scientifiques et on peut retrouver des symptômes similaires chez les travailleurs de nuit. Les gens qui se forcent à travailler de nuit alors que le corps, lui, normalement, veut dormir à la nuit. Vous avez sûrement déjà entendu parler du phénomène d'hibernation chez les ours ou chez les marmottes. Eh bien, c'est quelque chose qui est associé au phénomène d'alternance entre lumière et mélatonine. En augmentant le taux de mélatonine, bien, l'animal va entrer dans une phase de diminution de son rythme de fonctionnement et peut entrer jusque dans une phase d'hibernation. Également, vous avez sûrement entendu l'expression qui dit se lever au chant du coq. Eh bien, pourquoi les coqs sont les premiers animaux à se réveiller le matin et à hurler dans les fermes, là, quand le soleil se lève ou juste avant le lever du soleil même? Eh bien, c'est parce que les poulets, eux, vont ressentir l'effet des variations de luminosité à travers leur boîte crânienne directement dans la glande pinéale. Et donc, ils font partie des premiers à ressentir les effets de variation lumière. Et là, let's go, la journée est partie. Eux, ils ont arrêté très tôt dans la nuit le fonctionnement de la conversion de sérotonine en mélatonine. Et ils invitent les gens à passer à l'action, tout le monde. Levez-vous, c'est parti. Mais toutefois, chez l'humain, la boîte crânienne est beaucoup trop épaisse pour qu'on ressente l'effet du rayonnement de la lumière à travers la boîte crânienne directement dans la glande pinéale. C'est pour ça qu'on en ressent les effets par la stimulation de la rétine. Donc des lampes de luminothérapie comme ça, il y en existe beaucoup sur le marché, de différents types, de différentes fonctionnalités. Il y en a qui ont des jeux de lumière, il y en a même qui ont des jeux avec des huiles essentielles dedans. Il y en a qui varient en intensité, ont des chronomètres ou pas. L'essentiel au niveau des lampes de luminothérapie, c'est qu'elle ait un degré de luminosité de 10 000 lux. Si vous regardez sur le côté des emballages des lampes de luminothérapie, vous verrez que la vaste majorité, pratiquement aucune, n'ont pas 10 000 lux d'intensité. Qu'est-ce que c'est un lux? Eh bien, c'est une unité de mesure de perception de la lumière par l'œil. Et le fonctionnement d'une lampe de luminothérapie à 10 000 lux serait environ de la mettre à 30 à 50 cm et de s'en exposer pendant environ 20 à 30 minutes. Mais on n'est pas obligé de regarder la lampe de luminothérapie pendant 20 minutes directement, parce que c'est la rétine qui va avoir besoin d'être stimulée et non pas la fovea centrale, le point focal. Donc, vous pouvez le mettre en champ périphérique, vaquer à des occupations, comme par exemple, moi, c'est ordinateur, ou lire simplement et le mettre en vision périphérique et vous aurez votre dose de luminothérapie. Pour dire à la glande pinéale, arrête de produire de la mélatonine avec ma sérotonine précieuse. Lorsqu'on examine la documentation scientifique, il y a une grande variété de prétentions en termes d'efficacité et d'importance du degré de nombre de lux à utiliser dans les lampes de luminothérapie. Mais disons que si la lampe de luminothérapie a 10 000 lux, on peut le comparer à un ciel dégagé d'été qui a environ 100 000 lux à l'occasion. Et dans un bureau avec des néons, on a environ 500 lux d'intensité. Donc, basé là-dessus, il y a également des études qui vont dire qu'il est possible d'avoir l'effet thérapeutique de la luminothérapie en utilisant des lunettes qui vont projeter très proche de la personne 1500 lux, mais en exposition proximale, le fait d'être proche, plutôt que 10 000 lux, mais à environ 50 cm de distance. Il n'y a pas un consensus extrêmement clair là-dessus pour dire quelle est la véritable efficacité systématique mécanique. Je vous invite à réaliser que ça ne touche pas seulement qu'un circuit neurologique, un apport nerveux, il y a toutes sortes d'interconnexions qui vont se passer et certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres. D'ailleurs, si on regarde des populations nordiques, comme mettons en Norvège, bien, eux, ils ont un climat saisonnier qui peut ressembler un peu à celui du Québec, mais il n'y a pas plus de dépression dans ce pays-là que dans d'autres pays. Mais bien qu'il soit possible qu'il y ait des facteurs de protection génétique pour les protéger de ces difficultés saisonnières-là avec les
les siècles qui ont passé dans les populations qui sont là-bas, peut-être trouver des mécanismes biologiques adaptatifs pour gérer les différences de luminosité. Bien, il en reste que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même réactivité au niveau des variations de lumière. Je vous rappelle là, que c'est environ seulement 15% de la population là, ici là, au Canada là, qui va en ressentir les effets. Donc la lampe de luminothérapie, qui a un spectre blanc comme ça, ne génère pas d'UV. Donc on ne peut pas bronzer avec une lampe de luminothérapie. La lampe est conçue de manière à ne pas générer d'UV, ce qui protège à la fois la peau et la cornée. Si vous avez un téléphone intelligent, vous avez sûrement l'option dans votre téléphone d'enlever le spectre bleu de votre téléphone au cours de la nuit. Eh bien, cette option est apparue dans les recherches en lien avec la luminothérapie et l'influence du rayonnement de lumière directement dans l'œil, le fait de l'avoir proche comme ça. C'est quand il y aurait dans le spectre bleu un effet particulièrement qui stimulerait la rétine et qui se rendrait jusqu'à la glande pinéale. Donc, la supposition est reliée au fait que c'est le ciel bleu dégagé d'été est associé avec ça va bien, on n'a pas besoin de la mélatonine. Mais si je me mets dans le visage un rayonnement bleu, bien, il y aurait un effet qui empêcherait la production de mélatonine et donc qui pourrait accentuer le trouble du sommeil ou des difficultés chez des personnes à s'endormir. C'est pour ça que les téléphones intelligents ont l'option d'enlever ou de réduire le spectre bleu de leur rayonnement le soir. Également, là, il y a quelques années, il y a eu des études qui avaient été faites là, chez les policiers dans la ville de Québec là, avec des lunettes qui envoyaient chez les travailleurs nocturnes, les policiers nocturnes, là, un petit rayonnement bleu juste au-dessus de leurs yeux pour voir s'il y avait un effet de régulation sur leur travail de nuit. Et le matin, lorsque le soleil commençait à se lever, bien, ces personnes-là étaient invitées à mettre des lunettes de soleil spéciales et je pense qu'ils cachaient les yeux ou l'entrée de lumière. Donc moi, personnellement, j'utilise ma lampe de luminothérapie environ au début du mois d'octobre, aller jusqu'à avril, à tous les jours, le matin, en prenant mon café et en lisant les courriels. Mais il y a d'autres facteurs de protection qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure humeur et de permettre de stopper la production de mélatonine le matin, comme par exemple le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire de l'activité physique modérée, le fait d'avoir des loisirs qui vous stimulent, qui vous intéressent, et le fait d'avoir une vie sexuelle active. Parce qu'une vie sexuelle active va générer toutes sortes de cocktails hormonaux pour vous protéger de diverses manières. J'en profite pour faire une parenthèse entre deux hormones qui vont un peu s'affronter dans le corps d'une personne. L'hormone de mélatonine qui va dire au corps de « Ah, tu pourrais t'endormir, tu pourrais te calmer, ça », va être un peu contrebalancé par le cortisol, l'hormone de stress qui dit « Let's go, c'est parti, on y va !» qui est relié à l'hormone de stress. Donc, ces deux hormones-là vont pouvoir un peu s'entre-réguler l'un l'autre. Et le fait d'avoir un haut niveau de mélatonine empêche le bon fonctionnement du cortisol et donc d'un état de vigilance adéquat. Mais par contre, le fait d'avoir une hyper-vigilance, d'être hyper stressé avec un haut taux de cortisol va avoir également un impact dans la capacité de la mélatonine à produire l'effet désiré de se déposer, de relaxer ou d'entrer dans la phase de sommeil. Si vous êtes en crise, que vous avez une urgence émotionnelle, que vous êtes hyper stressé, bien le toucher bienveillant d'une autre personne va activer l'expression de certains gènes qui fabriquent des protéines qui s'en vont se loger dans l'amygdale. Qu'est-ce que c'est les amygdales? Bien, c'est deux petites zones là, dans le cerveau qui vont être responsables de la réaction d'urgence ou la phase d'alarme et de stress. Et lorsque ces protéines reliées au toucher bienveillant vont se loger là-dedans, bien, ils vont pouvoir diminuer la réaction de stress. Donc, on voit un lien avec le toucher bienveillant et une vie sexuelle saine et active avec une personne. Ça permet de générer une régulation émotionnelle et une régulation hormonale de la personne pour favoriser un bien-être. Donc, ceci était ma capsule vidéo du Psychoctober pour résumer de manière synthèse qu'est-ce que c'est que la luminothérapie. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à faire les clics j'aime, les partages et à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Et je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez me suggérer en commentaire des thèmes pour la suite du Psychoctober, qui est un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre pour vulgariser des thèmes reliés à la psychologie en général. Donc, je suis le Dr Paul Simard, psychologue, et si vous voulez vous inscrire à mon infolettre, je vous invite à aller sur ma page, sur mon site web personnel a1psy.ca
Et vous trouverez au bas de la page la zone pour vous inscrire dans l'infolettre et recevoir l'information directement sur la sortie de mes formations en ligne et mes différents événements que je vais faire un petit peu partout là, dans la province du Québec. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain. La luminothérapie. Ah!